Bonjour à tous et bienvenue dans Audace, le podcast du groupe Odyssée, dans lequel on reçoit des entrepreneurs qui ont fait des rencontres inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eléa Rossi. Bonjour Eléa. Bonjour Sylvain. Alors Eléa, du coup, on va retracer un petit peu ensemble ton parcours et ça va être l'occasion de découvrir quelques anecdotes entrepreneuriales. Avant de commencer, je vous présente du coup les nouveaux mugs Odyssée, qui sont magnifiques. Ils sont vraiment pas mal quand même. Ils viennent vraiment donner une ambiance. Ouais, je trouve que Johan il fait des efforts sur la com. Ah ouais, Johan là il a mis un budget mug, c'est incroyable. Et dans le décor, on a aussi le logo du groupe Odyssée qui vient de nous rejoindre, qui a été réalisé par la société Haribo Création. Tout à fait. Donc voilà, dites-nous si le logo est suffisamment mis en valeur, si vous voulez le voir un peu plus. Voilà. Donc pour commencer, Eléa, je vais retracer ton parcours de manière très succincte. Oui. Voilà, et hésite pas du coup à agrémenter de petites anecdotes. Avant de commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter ? Parce que moi, en fait, je vais trop vite. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais dans la vie ? Je pense que je peux. Alors du coup, je suis responsable du service digital de la société AGSD Publicité, donc qui est une entreprise de communication qui a plus de 50 ans d'existence, qui est basée à Sort-le-Château, et qui était spécialisée dans l'affichage, et on sait tous que la société a évolué, les supports de communication aussi, et donc ils ont pris le pas de développer et d'accompagner les entreprises dans l'ensemble de leur communication. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est la com. Mais ton parcours a été un petit peu plus complexe, t'as pas démarré avec ça. Tout à fait. Donc, pour commencer, tu as fait des études en 2D, 3D, une licence, à Pôle 3D, donc qui est une école qui fait aussi de l'enseignement sur le jeu vidéo, voilà, l'animation. Exactement, c'est une des écoles qui est devenue un des incontournables, on va dire, de la région lilloise, qui s'appelle Pictura maintenant. Et on va dire que j'ai toujours voulu partir dans ce milieu-là depuis toute petite. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer cette école, de faire des très belles rencontres au niveau autant des camarades de classe de l'époque que des professeurs, puisque j'ai eu par exemple un de mes professeurs qui bossait sur la tournée de Britney Spears en termes de scénographie et d'éclairage, tu vois. Incroyable. Voilà. On rencontre du beau monde quand même. Oui, complètement. En fait, Pôle 3D, je connais un petit peu parce que j'ai des amis qui ont fait leurs études du coup sur le segment jeux vidéo. Ok. Et effectivement, il m'avait dit que on pouvait trouver des pointures qui ont travaillé sur voilà, dans le cadre de l'animation, des gens qui ont travaillé pour Pixar, dans le cadre du jeu vidéo sur des grands jeux. Donc pour Ubisoft aussi notamment. D'ailleurs, le directeur actuel est un ancien de chez Ubisoft, si je ne dis pas de bêtises, mais ça fait de belles rencontres. Donc le monde est petit. Hein. Exactement. Voilà, le monde est petit. Et donc après ces études, tu es parti dans le sud. Tout à fait. À Albi. Exactement. Dans une entreprise, une boîte de prod qui produisait des séries animées. Exactement. En fait, quand on fait des études comme ça, on se retrouve forcément à faire des stages. Et j'ai fait mes stages là-bas. J'ai été embauché derrière. J'ai travaillé sur des séries animées, mais aussi j'ai eu la chance de participer au forum international de séries animées. Donc c'est un peu le marché international où les producteurs viennent vendre leurs séries. Et il y a tous les distributeurs qui sont là, bien évidemment, des gros groupes. Hein, c'est autant France Télévisions que Cartoon Network, que ce genre de choses. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir des séries animées qui sont sorties bien après sur les plateformes de télé. Donc c'était assez cool. Et en exclusivité. Exactement, petite séance un peu privée, petit comité, c'était vraiment pas mal, quoi. Et donc, après cette expérience dans cette boîte de prod, tu es passé sur une boîte de com 360, toujours dans le sud. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Bien évidemment, donc j'ai rejoint une boîte de prod 360 parce que j'étais à mon compte aussi à ce moment-là et je faisais du motion design. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et on s'est rencontrés sur des terrains de basket, tu vois, donc ce qui n'a rien à voir, mais et c'est devenu un patron derrière, puisqu'il m'a embauché en tant que salarié. J'ai fait effectivement pas mal d'années là-bas et j'ai géré toute la prod dans tous les secteurs de la com. Ok, donc tu nous parlais de motion design. Est-ce que tu peux, pour les gens qui nous regardent, qui connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Pour dire simplement les choses, quand vous voyez des pubs à la télé ou des animations on va dire de logos, de textes qui apparaissent aux écrans ou même de personnages animés, on va dire, ça peut rentrer dans le motion design, par exemple. Oui, c'est un terme générique pour regrouper tout ce qui est animation. Voilà. Exactement. Dans le domaine de la vidéo. Tout à fait. Ensuite,
tu es revenu dans le Nord. Oui, Incroyable. Tu es revenu parmi nous et c'était il y a 4 ans et demi. exactement. Et depuis, où est-ce que tu travailles donc? Bah, du coup, depuis, on va dire depuis 3 ans maintenant, j'ai rejoint un GSD Publicité. Je suis revenu dans le Nord, c'est vrai que tu dis, voilà, c'est un peu fou. Beaucoup me disent, mais pourquoi t'es pas resté dans le Sud? Mais parce qu'en fait, la chaleur du Nord, elle est quand même plutôt sympa et on a un beau territoire et un beau terrain de jeu, je pense. Et de par les réseaux d'affaires, j'ai rencontré Laetitia, qui est ma boss actuelle. C'était une cliente. Donc voilà, Pas mal. et c'est devenu ma patronne au fil du temps, puisque j'ai décidé de quitter mon ancienne boîte et on a rediscuté. Et elle a décidé de m'embaucher pour développer le secteur digital de AGSD Publicité qui n'existait pas à l'époque. Ok, donc c'est-à-dire que tu as rencontré cette personne, donc Laetitia. Oui, Toi, tu étais encore en poste à l'époque. tout à fait. Et vous avez gardé contact, vous êtes retrouvés. Et au moment où tu n'étais plus en poste, tu as eu cette opportunité qui t'a été proposée. Exactement. Et donc, tu as saisi l'opportunité. J'ai saisi l'opportunité parce que c'est toujours un bon défi de se dire, bon bah voilà, c'est quand même, je dirais une institution, parce qu'aujourd'hui, des entreprises qui ont plus de 50 ans d'existence, ça court pas trop les rues non plus, surtout dans les secteurs de la com, et avec une belle structure, un beau terrain de jeu encore une fois, et c'est vrai que je me suis dit, bah c'est un bon défi de rajouter un peu cette branche manquante qui leur fallait pour compléter juste le dernier petit carré pour accompagner les entreprises vraiment dans la totalité, quoi. Oui, donc tu as été à l'origine de la création de ce service plus axé digital Tout à fait. dans une entreprise historique qui, elle, travaille sur des supports physiques. Tout à fait, qui était vraiment à la base spécialisé dans le panneau d'affichage, donc les panneaux publicitaires grand format que vous pouvez voir notamment dans le Sambravénois, le Cambrésis et le Valenciennois. Voilà, c'était vraiment le cœur de métier, et après on s'est développé, l'entreprise s'est développée sur tout ce qui est support imprimé, que ce soit carte de visite, flocage de véhicules, vitrophanie, enseigne. Et donc, du coup, de fil en aiguille, maintenant, le digital, avec tout ce qui est web, réseaux sociaux, photos, vidéos, que tu connais très bien. Donc aujourd'hui, AGSD Publicité, c'est une entreprise qui est du coup 360, comme on dit, ça, Tout à fait. C'est une entreprise qui accompagne vraiment qui accompagne les entrepreneurs vraiment dans l'ensemble de leur communication. C'est de se dire, vous arrivez chez nous, vous partez de zéro, vous repartez avec le package complet. C'est vraiment réfléchir aux stratégies de com et aux supports qui sont les plus adaptés par rapport au secteur d'activité, par rapport à forcément la zone de chalandise, et par rapport surtout à l'identité et aux valeurs qu'on veut dégager, quoi. Très bien. Alors, je te propose maintenant de revenir un petit peu sur le début de ton parcours, Ouais. quand tu as du coup travaillé sur de l'animation. Ma question, c'est qu'est-ce que tu retrouves en fait aujourd'hui dans ton travail, que ce soit en termes de process, en termes de logique de travail, en termes de peut-être de théorie, voilà, ce que tu trouves qui ressemble au À la fonctionnement com. de la prod animée. Bah, on va dire qu'en fait, si tu veux, dans le milieu du cinéma d'animation comme du cinéma tout court, en fait, 70% du projet, c'est la préparation. Et aujourd'hui, en communication, 70% du projet, ça va être la réflexion. Et c'est vraiment là où c'est deux points qui sont complètement concordants, parce que on passe du temps à réfléchir, on passe du temps à poser les choses. Par contre, quand on passe à l'action et qu'on crée les supports, tout est déjà défini. On n'est pas dans le vide à plus savoir où aller. Et c'est vraiment pour moi les deux process qui se rejoignent totalement en fait dans les deux métiers. Et bien évidemment, la création. Parce que pour créer des séries animées, il faut de l'imagination, tant dans le côté histoire, qui correspond un peu au storytelling aujourd'hui dans la com, au côté design, création, tant de personnages que là, pourquoi pas des logos ou des supports. Enfin voilà. En fait, il y a beaucoup de similitudes dans les deux métiers. Donc que ce soit la pré-production qu'on appelle aussi pré-prod, Tout à fait. et le côté créatif, c'est les deux choses que toi tu retrouves Exactement. communes à ces deux métiers. Tout à fait. Et la troisième, si je peux la rajouter, mais c'est le côté humain. Parce que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est du travail d'équipe. C'est travailler ensemble, faire se croiser tous les services techniques pour aboutir à quelque chose de fini, quoi. Et ça, je pense que c'est une des belles valeurs de ces métiers-là. L'échange.
Sur une prod d'animation, du Ouais. coup, il y a énormément de postes. Comment ça se passe, la communication entre les différents techniciens? Alors sur une prod d'animation, bien évidemment, suivant les sociétés, on est plus ou moins, hein. Je pense que tu as déjà vu les génériques de Pixar, ils sont beaucoup. Forcément. Forcément, sur des plus petites boîtes, on est moins, mais en fait, c'est vraiment, il y a toute la partie écriture, on va dire, qui va correspondre au scénario et qui va être en liaison un peu avec la direction artistique parce que bah, il va falloir définir l'univers par rapport à tout ce qui a été écrit. Et après, c'est toute la partie technique et ce qui est hyper important, c'est de communiquer tous ensemble dès le départ pour pas partir dans des, on va dire, dans des délires parce qu'on est des créatifs quand même, mais qui sont pas réalisables. Et c'est vraiment là où les points, les réunions, les points prod, les étapes jalons sont hyper importantes. Oui, donc cette rigueur que tu as apprise dès le début de ta carrière, en fait, elle te sert encore aujourd'hui parce qu'en fait, quand tu es dans une agence de com, t'as le champ des possibles. T'as envie d'être créatif, t'as envie de tout faire, que ce Ça. soit en vidéo ou en print. Exactement. Mais en fait, faut bien cadrer avant pour savoir dans quelle direction on va. Tout à fait. Et du coup, toute cette étape de pré-prod, comment ça se déroule justement la pré-prod? C'est quoi les étapes un petit peu? On va dire les grandes étapes, bah, c'est tout d'abord, si on parle de com ou même de série animée, c'est bah, de définir les objectifs, là où on veut aller. On va dire prendre un peu le cahier des charges bah, du client et de savoir ce qu'il veut réellement. Ensuite, par rapport à ça, bah, définir et écrire, retranscrire tout ça de manière, on va dire, plus créative et en répondant bien évidemment aux objectifs fixés dès le départ. Et définir bah, les étapes clés, quoi, vraiment des rétro-planning en se disant, bah, par exemple, si on parle de com, on va d'abord commencer par créer un logo avant de créer une carte de visite, parce que si on crée pas d'identité, on peut pas avoir la suite derrière, ce qui est logique, Forcément. quoi, voilà. Et donc c'est vraiment ça, c'est pour ça qu'il y a toute la partie pré-prod, d'écriture, de recherche aussi de design, parce que si je te dis, bah moi je veux du bleu, et tu vas me dire oui, du bleu, mais le bleu c'est large, il y a beaucoup de bleu, donc c'est vraiment aussi vraiment définir le cahier des charges très précisément. Ok. Donc, on se rend compte du coup de l'importance de la pré-prod. Tout à fait. La question maintenant, c'est quand tu étais dans le sud et que tu étais directrice de production, c'est ça? Ouais. Comment tu faisais le lien donc entre les équipes créatives et l'exécution concrète en fait, entre voilà toutes ces idées et ensuite comment on va les mettre en place? Bah alors, si tu veux, j'ai eu la chance de travailler dans une agence de com qui était, on était 8 en prod. Donc, à échelle humaine, où on peut tous échanger. Et souvent, en fait, ce qui se passait, c'est que déjà, tout ce qui était rendez-vous client, j'avais l'équipe créative avec moi. C'était hyper important parce que ça leur permettait d'entendre les mêmes mots que ce que moi je pouvais entendre. Et du coup, d'avoir une vision des choses qui était sur la même longueur d'onde pour tout le monde. Ouais, l'idée c'est d'éviter cette niveau de traduction. Les exécutifs m'ont dit ça Ça, et moi je vous le redis comme ça et l'information peut se perdre entre deux. exactement, ouais. On peut diluer le message. C'est ça, éviter un peu le téléphone arabe et avoir une phrase qui est complètement déformée à la fin. Mais du coup, c'était vraiment de lier ça et on travaillait en fait vraiment sur la stratégie de com ensemble pour définir tous les besoins du client, définir toute la charte graphique. Et souvent, ce qui se passait, c'est qu'on se retrouvait dans une pièce avant la présentation du projet client et on se mettait en condition. Et j'étais un peu l'avocat du diable. Je pense que mes anciens collègues, ils vous le diront encore, c'est des très bons amis maintenant, ils me détestaient. Parce que je les poussais dans les retranchements et le but c'était vraiment de se dire, bah, quand on arrive le jour de la présentation au client, peu importe l'argument qu'on va prendre derrière, on saura le défendre. Et on saura leur vendre leur projet en fait. Parce que il y a une chose qui est très importante dans notre métier aussi, c'est accompagner le client à être fier de son image. Et dès lors que la personne qui s'approprie le logo est fière de montrer son identité, ça va être facile de la faire passer. Si je te donne l'exemple de dire, bon bah voilà, on fait une identité et tu la présentes à tes potes et tu dis, bon bah voilà, mon logo, qu'est-ce que t'en penses? C'est déjà moins convaincant que, regarde mon logo, il déchire quoi. Donc c'est vraiment aussi se dire, on travaille dans le sens où faut que les entrepreneurs soient fiers de leur image et soient fiers de ce qu'ils véhiculent et soient sûrs de leurs valeurs et de tout ça quoi. Quand tu nous expliques du coup cette étape avec tes équipes d'anticiper les objections, c'est intéressant du coup de
peut-être aussi challenger une idée, de se dire, ben voilà, on a décidé de présenter ça, qu'est-ce qu'on pourrait nous reprocher ou qu'est-ce qu'on pourrait nous dire en face. Tout à fait. Donc ça permet aussi de se rassurer qu'on va dans la bonne direction, ou peut-être parfois de faire émerger des idées en dernière minute. Comment... C'est déjà arrivé, hein. Alors souvent on est quand même dans la bonne direction parce que l'objectif c'est de répondre à la demande directement, mais c'est vrai que c'est déjà arrivé de se rendre compte que bah en fait ça fonctionnait pas, et ça peut arriver, et dans ce cas-là bah on remonte un dossier et on refait un peu les mêmes étapes, et quand on arrive au moment du rendez-vous client, c'est là où on se dit bah c'est bon, on a réussi, on a bien fait de recommencer, et si ça n'a pas fonctionné, on a toujours l'autre piste sous le coude, quoi. Ouais, donc c'est toujours cette idée de remise en question, d'essayer de rendre la chose la plus adaptée au client. Tout à fait. Et de pas lui donner le projet qu'on avait envie de faire soi. Exactement. Donc ça, c'était dans le sud. Oui. Est-ce que tu as remarqué des différences de travail entre le sud et le nord de la France? Alors, il y a des différences parce qu'on n'est pas sur les mêmes territoires. Donc, j'étais dans le Tarn et aussi on travaillait dans l'Aveyron. On va dire que dans le sud, bon déjà il y a deux paramètres. Il y a le côté soleil quand même, parce qu'il y a un peu plus de soleil qu'ici. Donc c'est parfois plus facile, par exemple dans le secteur de la vidéo, de se dire bah, on va partir en tournage plus tôt parce que bah, on a des fenêtres un peu plus ouvertes que ici où on a un peu plus de pluie, et filmer en extérieur ça devient compliqué. C'est sûr. Mais... Alors il y a Brice Dupont qui nous dit une belle équipe qui est à GSD. Salut Brice. Du coup, est-ce que c'est un de tes collègues peut-être? Non, Brice, c'est pas un de mes collègues, mais c'est une belle rencontre que j'ai faite également grâce au réseau d'affaires. On s'est retrouvés il y a quelques mois sur d'autres projets communs, un peu en discutant par hasard, comme quoi c'est important de communiquer. Et du coup, voilà, c'est un grand de la communication aussi, qui a toujours des bons conseils, et j'aime bien échanger avec lui parce qu'il a une belle vision. Ouais, donc ça peut être complémentaire parfois. Tout à fait. Qui sont dans la même branche. Exactement. Donc Brice, lui, doit parfois passer entre les gouttes, vu qu'il est dans le nord, j'imagine. Oui. Voilà. Mais toi, du coup, dans le sud, donc tu avais des plages de tournage peut-être un peu plus larges. Et puis après, en termes d'entrepreneuriat, qu'on soit clair, des artisans, il y en a un peu partout, des grands groupes aussi. La différence peut-être, c'est que il faut sortir un peu plus les rames pour attraper la confiance des entrepreneurs, et de se dire bon bah voilà, une fois qu'ils y sont, ils restent ultra fidèles. Par contre, ouais, ça nécessite de ramer un petit peu plus, mais toujours dans une bonne ambiance, et je pense qu'il y a un bon caractère qui est en France, et qu'on est tous des bons vivants, donc peu importe la région, on aime bien se retrouver, échanger et passer de bons moments, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une réticence dans les premiers échanges, ça que tu veux dire? C'est un peu plus dur d'avoir leur confiance au départ? Exactement, ouais. C'est un peu plus dur de percer certaines carapaces, de se dire bon bah on va aller dans ce milieu-là, bah on va essayer de passer par telle ou telle personne, essayer de faire pas mal jouer les connaissances quand même, parce qu'il y a des gros réseaux. L'Aveyron est beaucoup lié à Paris aussi, donc on va dire la concurrence peut être plus grande aussi, mais voilà, une fois qu'on y est, quoi. Ok, donc dans le nord comme dans le sud, cette logique de réseau, elle a du sens. Ah bah carrément. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait autant une notoriété d'entreprise que le fait de pouvoir échanger sur tous les métiers, qu'importe qu'ils soient, c'est d'avoir des réseaux, et de se dire bon bah j'ai besoin de ça, j'ai juste un coup de fil à passer, je sais à qui m'adresser, quoi. Parfait. Donc ça, quand t'étais dans le sud, ensuite t'es revenu dans le nord. Tu peux nous parler un peu de cette transition, le fait de revenir du coup dans le pôle nord ou dans le froid? Comment ça s'est passé? Bah en fait, si tu veux, je suis originaire d'ici quand même, et je suis parti à la fin de mes études là-bas. Et au fur et à mesure des années, je me suis dit ouais, j'ai envie de retourner sur mes terres natales parce que ça me manque. Et puis du jour au lendemain, j'ai annoncé à mon ancien boss, je retourne dans le Nord. Et bon, il a décidé de me suivre à l'époque. J'ai quand même eu de la chance puisque j'ai gardé ce poste-là pendant un an à distance. Ah oui, donc le télétravail. Donc. Exactement, ouais. Pendant un an, j'étais en télétravail, et je développais un peu le secteur du Nord, et d'où le fait d'avoir rencontré Laetitia dans les réseaux. Mais voilà, c'était vraiment ce besoin de revenir aux racines, en fait, et revenir sur les terres, parce que, comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'on a un beau terrain de jeu, il y a des belles entreprises, il y a des belles rencontres,
Donc autant faire fructifier ici. Donc dans les réseaux, dans le Nord, c'était important pour toi du coup de recréer du lien dans le Nord en faisant partie des réseaux? Bah, c'était important dans le sens où on a toujours des connaissances, mais c'est quand même bien de remettre le pied dans les réseaux, de refaire les maillons pour se faire connaître, pour développer aussi le business et créer d'autres rencontres et d'autres opportunités, quoi. Et donc Laetitia, que tu as rencontrée, comment ça s'est passé à ce moment-là? Vous étiez, elle travaillait pour AGSD, c'est ça? Bah oui, c'est en fait Laetitia, donc qui était dirigeante de AGSD, donc en fait on s'est rencontrés dans les réseaux d'affaires. En discutant, elle m'a expliqué qu'elle avait besoin d'un projet vidéo pour mettre en avant son entreprise. Donc j'ai réalisé les vidéos de AGSD avec mon ancienne boîte. C'est ça, donc c'était ta cliente. C'est ça, c'était ma cliente. Et de fil en aiguille, en fait, le fait d'être entre guillemets loin de moins avoir de contact avec les équipes, j'ai dit à mon ancien boss que je souhaitais partir. Donc j'ai démissionné et en fait on a continué à garder un contact avec Laetitia. Et je lui ai dit que j'avais démissionné. Et en fait, c'est de là où une opportunité s'est créée parce que elle, sur le croisement un peu de l'évolution de son entreprise et moi sur mon croisement de vie, en fait, on a matché. Et voilà comment je suis arrivé chez AGSD pour développer le secteur digital. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire tout ce que fait AGSD? Parce que tu dis 360, mais ça regroupe quoi? Alors, AGSD Publicité, donc comme je disais tout à l'heure, c'est plus de 50 ans d'existence. À la base, le cœur de métier, donc c'était le panneau d'affichage. C'est le papa de Laetitia qui a créé l'entreprise. Il est malheureusement décédé, donc c'est Laetitia qui a repris la suite. Et en fait, au fur et à mesure du temps, donc elle a développé vraiment l'accompagnement sur la création graphique. Donc, ce soit d'identité, création de support, carte de visite, flyer, plaquettes commerciales, enfin tout ce qu'on peut imaginer en support print. Donc aujourd'hui, on a vraiment toute la production en interne, grand format comme petit format. On accompagne aussi donc sur tout ce qui est vitrophanie, covering véhicule, enfin habillage véhicule, lettrage, enseigne. Et donc du coup aussi également sur la partie digitale avec tout ce qui est création de site web, gestion de réseaux sociaux, shooting photo, vidéo, sol, drone. Voilà, c'est vraiment le package complet, quoi. Donc cette partie digitale, c'est toi qui t'en occupes? Tout à fait. D'accord. Et alors du coup, tu touches à tout? Je touche à tout. C'est-à-dire, j'ai eu, de par mon expérience dont tu parlais dans le sud, en étant dire de prod d'une agence 360, j'ai pu pratiquer tous les métiers. J'ai pu apprendre à côté de collaborateurs qui étaient très expérimentés, qui étaient vraiment des experts dans leur domaine. Et donc ça... Et en plus de ça, avec mon bagage, bien évidemment, dans le cinéma d'animation, parce qu'on touchait aussi quand même un peu aux caméras et à tout ce qui était montage. Voilà, j'ai vraiment mis toutes les cordes à mon arc. Et aujourd'hui, voilà, c'est développement de site internet, du développement, mais à la rédaction des textes pour le référencement et être visible en ligne, à la prise de vue photo, parce que je trouve que des images authentiques, c'est quand même mieux que des images de banque de données libres de droit. Ça reflète un peu plus, en tout cas beaucoup mieux. Ou par IA, ouais, tout à fait. Maintenant, on peut se générer des portraits de soi faits par IA, qui sont légèrement bizarres, ce qu'on appelle la vallée de l'étrangeté quand il y a quelque chose qui cloche dans le portrait. Tout à fait. Et c'est vraiment aussi de garder ce côté authentique parce que, je vais rebondir sur l'IA, c'est vrai que ça nous permet beaucoup de choses aujourd'hui, on va pas se le cacher, mais je pense qu'on remplacera jamais la photo d'un collaborateur dans l'entreprise ou des gars en train de travailler ou des vrais bâtiments, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des émotions qui passent à travers ces images-là, qui sont vraiment authentiques, qu'on aura, en tout cas pour le moment, pas par l'IA, mais voilà, et donc du coup c'est aussi créer des vidéos d'entreprise, c'est gérer des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, enfin voilà, c'est un peu mon quotidien, et ce qui est plutôt cool, c'est qu'il n'y a jamais une journée qui est pareille, quoi. Ouais, c'est hyper varié. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que moi aussi j'aime bien dans mon métier, c'est hyper important de pas faire les mêmes choses tout le temps, d'avoir un quotidien qui soit jamais le même, jamais dans la routine. Exactement, et puis ça te permet de faire des belles rencontres, d'apprendre aussi des métiers et découvrir des entreprises dont tu ignorais l'existence alors qu'elles sont à côté de chez toi. Enfin, franchement, c'est vraiment hyper enrichissant comme métier, mais je pense que tu sais de quoi je parle.
Donc d'une certaine manière, on est un peu confrères, Mais confrères et carrément, consoeurs. carrément, carrément. Donc on parlait de l'IA. Je pense que c'est intéressant de rebondir là-dessus parce que effectivement, les IA sont de plus en plus performantes. Si on leur donne un portrait pas beau, ils nous refait un portrait propre. Bon, même s'il est un peu bizarre, hein. Genre il va nous rajouter des muscles ou une mâchoire C'est ça. un peu trop carrée. Ou même là sur la création de vidéos, c'est en train d'arriver. Tout Je à pense fait. que même si on peut avoir des choses qui ressemblent au réel, voilà, je pense que ça doit rester un outil qui accompagne à la création. Parce qu'en fait, cette démarche de venir faire des photos sur Tout à fait. dans l'atelier du client, faire prendre des vidéos dans le contexte, voilà, dans le contexte du service qu'il propose. Et ben Complètement. cette démarche-là, c'est une démarche aussi où on vient mettre en scène, c'est-à-dire, bah voilà, on va filmer l'atelier, la personne qui travaille, bah on va choisir sur quoi elle travaille, on va penser à la tenue qu'elle porte, Exactement. tandis que par l'IA, on va pas pouvoir contrôler ces aspects-là. Et là, voilà, l'idée c'est d'arriver à mettre en valeur l'entreprise en ayant choisi précisément tout ce qu'on montre. C'est exactement ça. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, l'IA, elle a pas ce côté émotionnel des choses. C'est-à-dire que le sourire d'une personne, quand il est naturel, quand tu arrives à le capter, l'IA, elle te le fera pas forcément naturel. Alors, si on veut des sourires Colgate, pourquoi pas. Mais, mais voilà. Et je te rejoins sur le fait que ça doit vraiment être un appui parce que, effectivement, ça peut aider. Pourquoi pas sur de la retouche ou t'as un manque d'idées d'aller chercher une autre formulation de phrase par exemple. Mais je reste persuadé que pour l'instant, on est encore loin de nous supprimer, en tout cas dans le métier, quoi. Et puis, j'ai envie de te dire, l'IA est pas encore capable de faire des lives comme t'es en train de faire non plus. C'est tout à fait vrai. Vous qui nous regardez, sachez que nous sommes des vraies personnes, des vrais humains. On n'est pas des IA. On a Brice qui nous dit que une agence à Soir-le-Château, Sort-le-Château, Oui, sans le est château. supercée et surperformée dans le Grand Nord. Comme quoi, pas forcément besoin dans des grandes villes. C'est un très Tout à beau fait. compliment de la part de Brice pour Carrément. AGSD. Merci Brice, ça fait vraiment plaisir de lire ça. Je transmettrai au cas où Laetitia n'a pas vu ton petit mot. Très bien. Moi, j'avais une question aussi par rapport à l'affichage, hein, parce que du coup, Ouais. c'est une des activités historiques de AGSD. Quels sont les panneaux publicitaires qui ont été, voilà, installés ou dont les publicités ont été réalisées du coup par AGSD? Est-ce qu'il y a des marques connues avec lesquelles vous travaillez? Alors, pour te faire le petit résumé, déjà, l'affichage chez nous, c'est aujourd'hui plus de 700 faces réparties sur le Sambravénois, le Valenciennois et le Cambrésis. Donc, ça fait quand même pas mal de réseaux. On Donc est... demain, j'ai un budget affichage énorme. Je peux être affiché sur 700 panneaux. Ça va te coûter cher. Non, non, mais bien. Alors, sur 700 panneaux, peut-être pas, mais en fait, si tu veux, l'affichage, il y a différents types d'affichage. Il y a des affichages donc temporaires qui correspondent aux campagnes d'affichage que tu vois sur une semaine ou deux, Mhm. qui sont sur, on va dire, la mise en avant de promotion de services ou vraiment sur, on va dire, une mise en avant ponctuelle de quelque chose. Et tu as les affichages qui sont appelés de longue conservation, où là, c'est plus des panneaux qui vont permettre d'indiquer, par exemple, où se situe une entreprise, des panneaux plus directionnels, où tu as une pub qui reste fixe sur 1 à 3 ans. Par Donc voilà. exemple, un restaurant qui serait à 1 kilomètre. Voilà, exactement. Après, en termes de marque, on travaille autant avec les grands groupes qu'avec des artisans et des TPE, PME. En grand groupe, effectivement, on peut bosser avec Auchan, comme avec Leroy Merlin sur certains secteurs. Après, on a travaillé aussi avec un casino. Enfin, il y a aussi des grosses marques nationales qui passent par des réseaux, par des réseaux. Enfin, c'est hyper varié. Et après, effectivement, il y a les entreprises qui sont plus locales, qui souhaitent communiquer et faire des campagnes d'affichage qu'on accompagne aussi, ou qui souhaitent avoir un panneau publicitaire à l'année. On accompagne pas mal d'agents immobiliers aussi, par exemple. Tu vois, ben, voilà. C'est très, très varié. Il y a une question qui me vient justement par rapport à l'affichage parce que maintenant, voilà, on pense réseaux sociaux quand on pense communication. L'affichage, ça existe toujours et a priori, c'est pas prêt de disparaître. C'est complémentaire hein, du virtuel. Tout à fait. Dans quel cas on va vouloir du coup jouer sur les deux tableaux du physique et du digital? Bah,
J'ai envie de te dire que ça, pour moi, ça se définit sur les stratégies de com, mais pour l'instant, comme je le dis souvent, on est en une croisée des deux mondes. C'est-à-dire qu'il y a notre génération qui est encore papier et digital. Mhm. Il y a la génération de nos parents qui est, on va dire un peu plus papier que digital. Et il y a la nouvelle génération qui est digitale. Et en fait, le fait de... Suivant les cibles, j'ai envie de te dire, pour moi, les panneaux d'affichage, ils restent incontournables. Et il y a aussi une chose, c'est que tu arrives dans une ville, t'as pas de GPS, t'as pas de téléphone. Bah, ces panneaux-là, ils te permettent de trouver la station essence. Ils te permettent de trouver le resto où tu pourrais éventuellement t'arrêter. Et c'est pour ça que, suivant les stratégies, l'affichage reste indispensable. On est dans une dynamique de déconnexion, j'ai l'impression. Les gens se rendent compte qu'ils sont trop sur leur téléphone et peut-être qu'effectivement, le fait de continuer à communiquer dans le réel, c'est peut-être même une manière de se démarquer là où c'était la seule manière avant, peut-être. Peut-être, ouais. Et au final, aujourd'hui, c'est peut-être une sorte de contre-culture, quoi, de dire, bon bah non, on va faire du physique. Bah, c'est ça, et puis je pense que c'est un beau terrain de jeu aussi, c'est-à-dire que tu peux t'amuser à faire des campagnes qui sont hyper impactantes, et je pense que c'est là où le visuel et tu vois la création, tout en répondant aux objectifs, sont hyper importantes, parce que tu vas voir certaines pubs où tu as l'impression de voir tout le temps la même chose. Alors ça peut être aussi bien, hein, parce que si je vais citer cette marque-là, mais Coca-Cola, ils ont placardé tellement leur logo partout que maintenant en un coup d'œil tu les captes. C'est vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu arrives à avoir une communication qui est cohérente et que tu placardes ton logo un peu partout, que ce soit sur le digital ou sur l'affichage, bah tu rentres dans la tête des gens inconsciemment. Et c'est un peu notre rôle aussi, hein, de rentrer dans la tête des gens et de faire en sorte que bah on t'oublie pas. Donc on rentre dans la tête des gens, mais est-ce que des fois il y a des campagnes où vous avez bah, du coup essayé de changer un peu le discours du client qui souhaitait être peut-être très vendeur ou très agressif et vous lui avez dit bah c'est peut-être pas la meilleure manière de vendre le produit, c'est peut-être Bah, c'est notre rôle, bien évidemment, d'accompagner, en tout cas là-dessus, de les prévenir, de leur dire, voilà, bah, ce visuel-là sera peut-être pas forcément adapté parce qu'on n'aura pas l'information que tu souhaites véhiculer, et ça, c'est notre taf de tous les jours. Maintenant, le client reste roi, et si le client veut quelque chose et qu'il veut partir dans cette direction-là, on l'écoutera. Mais c'est vrai que bien souvent on les accompagne et on s'applique ça à nous-mêmes aussi, c'est-à-dire que on connaît nos limites. Je pense qu'il y a des limites aujourd'hui qu'on peut moins dépasser que dans les années 70-80 où on pouvait bien déconner. Alors voilà. moi j'ai pas forcément connu des pubs très très particulières, mais dans mes études de marketing j'ai effectivement pu analyser certaines publicités qui aimaient bien mettre en avant un peu de nudité ou Voilà. des choses qui aujourd'hui passeraient peut-être moins. Bah écoute, pour te donner un exemple, on a fait une campagne d'affichage pour nous qui a un peu fait parler, notamment dans le centre avesnois, parce que simplement on a joué sur un homme torse nu très bien gaulé, tu vois, genre le stéréotype, on voyait pas de visage, il y avait juste une pancarte très bien placée qui disait quel que soit le format, nous avons la solution pour votre communication. C'est vrai que ça attire le regard tout de suite. Voilà, et ça fait autant rire que par moments c'est imposé quand même, mais en attendant, on a parlé de nous. Et ça c'est l'important, et c'est de se dire bon bah voilà jusqu'où on peut aller pour rentrer, pour marquer les esprits sans dépasser les limites et respecter aussi les codes, quoi. C'est ça, faut aussi pas risquer le bad buzz qui Tout à fait. parfois du coup ça demande de gérer après du coup avec une nouvelle couche de communication pour dire Exactement. finalement Exactement, mais en même temps il y a des bad buzz qui peuvent être très positifs aussi, hein, mais je te rejoins sur le fait qu'il faut les gérer, quoi. c'est ça, faut savoir en faire une force parfois quand on a quand on a fait un faux pas, mais bon c'est difficile à contrôler, enfin parfois on a l'impression qu'il y a des entreprises qui veulent faire un bad buzz, mais c'est parfois après elles se sont rattrapées en disant non mais c'était volontaire alors que pas du tout. C'est ça. Bon, on va dire que ceux qui sont très très bons dans ce milieu-là, c'est pas forcément du bad buzz, mais en termes de com borderline, t'as Burger King qui est géré par l'agence Buzzman, Ouais. qui a une com qui est juste, je trouve, exceptionnelle et qui est très simple, par contre qui s'est envoyé des punchlines bien comme il faut, quoi.
Oui, c'est ça, c'est ce ton impertinent qui se permet des choses qu'on n'attendrait pas forcément d'une marque. Exactement, ouais. Donc, ensuite, je pensais justement le fait qu'il y ait tous ces supports Ouais. que propose l'agence AGSD. Comment on peut garder du coup une cohérence entre tous les formats, les supports? Comment on peut faire en sorte qu'on garde l'esprit de la marque, la cohérence dans l'identité aussi? Bah, tout ça, ça part vraiment du départ. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, il y a une grosse partie qui est de préparation. Et quand on crée une identité de marque, le but, c'est de créer toute la charte qui va avec. C'est-à-dire que je pense que tu en as déjà vu dans le métier, c'est des dossiers complets où on te dit, bah, le logo, tu vas l'utiliser comme ça, tes couleurs, ça va être celle-là, Ouais. ta typographie, ça va être celle-là, tu vas l'utiliser dans tel cadre. Voilà, définir tous les designs de support de com, avoir une trame de base et après, bien évidemment, définir le ton éditorial qu'on va utiliser. Mais tout ça, ça part aussi de l'histoire de l'entreprise et de ses valeurs en fait. Donc dès lors qu'on va dire qu'on a le socle qui est hyper bien défini en termes d'histoire, de ce qu'on appelle le storytelling dans le jargon d'aujourd'hui, et qu'on a bien défini l'identité de marque, tout le reste se découle en fait. Mais tout est une question de stratégie marketing dès le départ. Ça. Il y a, dans l'animation 2D, 3D, il y a un document qu'on appelle la Bible, il me semble, qui regroupe justement tout ce qui doit être respecté pour que l'univers reste cohérent, Tout à fait. toutes les infos sur le vocabulaire, les objets, C'est ça. tout ce qui est utilisé dans cet univers. Ouais, exactement. Donc Et ça- c'est cette même logique, en fait, si on a bien posé les bases de la com, on est sûr qu'on a beaucoup moins de chances de faire des faux pas. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si tout est défini, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme tu dis, t'ouvres ta bible de ton identité et t'as tout qui est là, quoi. Après, bien évidemment que ça arrive où ça sorte des clous, mais encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'être là et d'accompagner et de se dire, bon bah voilà, pour te donner un exemple, j'ai un client pour lequel on bosse, où on a été sur la charte graphique et tout ça, là, il doit être sur un visuel, il va m'appeler. Naturellement, il va me demander mon avis en me disant, bon bah voilà, qu'est-ce que t'en penses avant que je publie ou avant que je sorte ça. C'est vraiment aussi ce côté échange, en fait, qui est hyper important, et ce qu'on met en avant, on est une boîte à échelle humaine, le but c'est aussi de rester à échelle humaine avec nos clients et de les accompagner au maximum dans tous leurs projets, pour garder justement cette cohérence. En parlant d'humain, du coup, tu fais partie du groupe Odyssée de Maubeuge. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, aujourd'hui, au quotidien, le fait d'être dans ce réseau business? Alors là, je vais faire rire Yoann, mais je suis obligé de la sortir. Déjà, ça m'apporte des petits déj de dingue tous les vendredis matins. Ça mange bien, j'ai l'impression. Parce que il Ça faut se régale. savoir que on se rejoint au domaine du Forieux, donc Jordan, qui est adhérent du groupe aussi, il nous fait des petits déj d'enfer. Où on se régale. Donc ça, c'est le premier point. Et je Génial. le mets en avant parce que j'ai tellement embêté Johan avec ça en lui disant, mais en fait, c'est un de tes arguments. Et il s'est rendu compte quand même que ça pesait dans la balance. Ah bah, quand on se réveille tôt pour se retrouver à 7h30, c'est vrai que c'est bien d'être accueilli avec un bon café et un bon petit-déj. Ouais, voilà. Mais plus sérieusement, en dehors de tout ça, des rencontres très enrichissantes. Alors forcément que ça permet de développer le business et de créer des affaires, de créer de nouveaux projets, mais c'est aussi des rencontres très enrichissantes en termes d'humains. C'est apprendre, encore une fois, tant des parcours d'entrepreneurs que sur des savoir-faire qu'on connaissait pas. C'est aussi participer à d'autres soirées réseau Odyssée, et voilà. Et puis c'est des rencontres aussi avec des confrères comme toi, où on est là aujourd'hui, où on se serait peut-être pas rencontrés si on n'avait pas été dans le groupe. Donc c'est vraiment une mine d'or, je pense. C'est vrai. Moi, j'ai pu rencontrer par le groupe Odyssée des personnes qui font le même métier que moi, et au final, ben, à la base, on aurait pu dire, bah ouais, c'est des concurrents, il faut se fuir ou il faut se faire la guerre, mais en fait, tout de suite, ça a été bienveillant, et surtout, bah, aujourd'hui, on collabore sur des projets. S'il y a un imprévu, bah, on sait qu'on peut compter sur un confrère, et c'est des choses que moi, j'aurais peut-être pas soupçonné avant. Donc, Ouais. Ouais, je pense que ça permet d'avoir enfin, une autre ouverture d'esprit, en fait. Comme tu dis, le fait de se dire, ouais, la concurrence, mais en fait, il y a des concurrents qui sont pas des concurrents, quoi.
et sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Et je pense que ça, c'est important. Et la force du réseau, elle est là aussi. De se dire, comme tu dis, un imprévu, bah, j'ai quelqu'un sous la main en qui j'ai confiance, que je peux te recommander, t'inquiète pas, le taf il sera fait, et ça c'est important aussi, au moins ça permet de toujours pouvoir répondre au mieux à ses clients, quoi. Et bah écoute, je trouve que c'est une belle manière de conclure, le fait de parler de cette force des réseaux. Merci beaucoup, Merci à toi. Eléa. C'était un plaisir de parler avec toi, de retracer ton parcours. Ça t'a plu? Bah carrément, c'était hyper sympa, c'est un bel échange. Bah écoute, merci à toi. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur les réseaux, Audace, le podcast du groupe Odyssée. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un prochain invité. Et Léa, merci beaucoup de ta participation. Merci à toi Sylvain, c'était top. Merci. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode de Audace, le podcast du groupe Odyssée. Si vous souhaitez participer à notre émission, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@groupe-odyssée.fr. Merci à tous, à la semaine prochaine.